Funérailles de Sylvia Mafosa au Zimbabwe. Elle a été tuée lors des violences post-électorales à Harare. Création d'une entreprise de lait de vache comme boisson en Somalie, une première dans le pays. Puis apparition de nouveaux genres journalistiques en Côte d'Ivoire, il s'agit du fact-checking. Le doute persiste toujours sur la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle du 23 décembre en RD Congo. L'opposant n'a pas pu jusqu'ici déposer son dossier dans le cadre du dit scrutin, ayant été empêché de franchir la frontière congolaise vendredi et samedi. Pour le porte-parole de l'ex-allié du président Kabila, il s'agit d'une violation de la Constitution, de l'accord de la Saint-Sylvestre et de 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moïse Katumbi a quitté la République démocratique du Congo en mai 2016 pour des raisons médicales en plein démêlé judiciaire. L'homme a été condamné en son absence à 3 années de prison dans une affaire immobilière dont il conteste toujours tout fondement. Il est également poursuivi dans une affaire de recrutement de mercenaires renvoyée au 10 octobre par la Cour suprême. Notons que les manifestations autour de Moïse Katumbi vendredi au poste frontière de Kasumbalesa entre la Zambie et la République démocratique du Congo auraient fait 2 morts, dont 1 par électrocution. Un chauffeur tanzanien a également été blessé. Obsèques de Sylvia Mafosa. Elle fait partie des personnes tombées mercredi dernier lors des violences post-électorales à Harare. Sa famille et ses amis lui rendent ainsi un dernier hommage. Outre Sylvia Mafosa, 5 autres victimes sont à déplorer lors de ces événements. Pour rappel, mercredi, l'armée et la police zimbabwéenne ont maté à Harare une manifestation de l'opposition qui criait à la fraude lors des élections législatives et présidentielles du 30 juillet, remportées par le président sortant Emerson Mnangagwa et son parti, la ZANU-PF, au pouvoir depuis 1980. Pour ses premiers scrutins depuis la chute de Robert Mugabe, tombé en novembre à la suite d'un coup de force de l'armée, son successeur et ancien bras droit Emerson Mnangagwa avait promis des élections justes et pacifiques. Mais certains Zimbabwéens estiment que la répression de mercredi a douloureusement rappelé les pratiques de l'ère Mugabe. Suite aux violences, Emerson Mnangagwa a appelé les populations à l'apaisement. Depuis sa victoire contestée, une vingtaine d'opposants sont emprisonnés. La juge Dora Chepkoni de la Haute Cour de Mombasa au sud-est de Kenya a estimé que la condamnation en première instance était inconstitutionnelle car fondée sur des éléments de preuve discutables ou insuffisants. Les éléments en charge qui ont justifié la condamnation de l'accusé comportent de grosses lacunes et des doutes, a déclaré la magistrate. Ali avait été arrêté en Tanzanie en décembre 2014, puis extradé vers le Kenya où il était recherché depuis la découverte en juin 2014 de plus de 2 tonnes d'ivoire, 228 défenses d'éléphants et 74 morceaux d'ivoire. Tout ceci d'une valeur estimée à 4,2 millions de dollars dans un entrepôt de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, sur la côte kenyane. L'accusation l'avait présenté comme l'acteur principal d'un réseau de crimes organisés s'étendant des parcs africains au marché asiatique, principale destination pour l'ivoire de contrebande. Ali niait toutes ces accusations. Sa condamnation en juillet 2016 à 20 ans de prison avait été accueillie avec soulagement par les défenseurs de la faune dans un dossier considéré comme un test de la volonté des autorités kenyanes de s'attaquer au braconnage. En effet, en avril 2016, le président kenyan Uhuru Kenyatta avait procédé à la destruction de la quasi-totalité du stock d'ivoire du pays, martelant que personne n'avait de commerce à faire avec l'ivoire. Environ 30 000 éléphants sont abattus chaque année en Afrique pour leur défense par des braconniers
de mieux en mieux équipés. La conséquence est dramatique. Additionner les morts naturelles et celles imputées aux braconniers surpassent le taux de reproduction de l'espèce dont la population est désormais estimée entre 450 000 et 500 000 individus en Afrique. L'OMS considère désormais que le risque pour la santé publique est élevé à l'échelle nationale et régionale. À l'échelle mondiale, le risque est actuellement considéré comme faible. En effet, la maladie a été signalée à Mongina, située à 30 km au sud-ouest de Beni, dans la province troublée du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Cette épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans une zone de guerre où les humanitaires ne se déplacent pas sans escorte armée. La situation ne favorise pas une intervention aisée sur le terrain. Plus d'une centaine de groupes armés opèrent à l'intérieur et autour du Nord Kivu, dont au moins 20 sont très actifs. Selon le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, même si les équipes ont accès aux villes de Mangina et Beni, elles ne savent pas dans quelle mesure compter sur des escortes armées pour identifier les contacts des patients à l'extérieur de ces petites villes. Or, l'identification la plus rapide des contacts est l'un des éléments principaux de la lutte contre Ebola. Il a également été mis en exergue les difficultés liées à la présence de nombreux déplacés internes dans la région et au mouvement de la population vers l'Ouganda voisin, où les humanitaires ont été mis en état d'alerte pour identifier tout cas suspect. 4 cas ont été confirmés par les laboratoires. Un des décès est un personnel sanitaire. La souche de l'épidémie est très probablement la souche Zaïre, la plus mortelle, mais contre laquelle il existe un vaccin expérimental, sûr et efficace, qui a pu être utilisé dans la précédente épidémie. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, c'est le pari fou d'un Somalien tout juste rentré au pays après 25 ans d'exil au Royaume-Uni. L'entrepreneur optimiste a décidé de braver la menace constante d'attentats terroristes à Mogadiscio pour lancer son usine. L'un de nos principaux défis est l'insécurité. Parfois, ma camionnette ne peut pas livrer le lait aux clients parce que les forces de sécurité bloquent les rues. L'usine pasteurise et conditionne 2000 litres de lait par jour. Le patron de cette toute jeune entreprise est prêt à révolutionner les habitudes alimentaires de ses compatriotes. En Somalie, on considère en général que le lait de vache frais est mauvais pour la santé et on lui préfère le lait en poudre ou de chamelle. Le lait frais est très bon, nos clients commencent à en consommer. Quand nous passons commande, le lait est livré en temps et en heure et les patrons de cette société sont très impliqués pour la communauté locale. Son lait, le patron de l'usine l'achète à des sociétés d'élevage de vaches basées à Mogadiscio, comme Some Milk, qui produit également ses propres yaourts. Pour le propriétaire, les affaires se portent plutôt bien. Au début, nous avons démarré avec 6 vaches et maintenant nous en avons 54. Nous en avons acheté certaines et d'autres sont nées ici. Nous produisons maintenant 600 litres de lait par jour. Encourager la production locale pour promouvoir l'économie, populariser la consommation de lait à travers le pays, les objectifs de ces entrepreneurs sont clairs. Le patron d'Irman Dairy a déjà anticipé la hausse de la demande en produits laitiers. Il voudrait bientôt multiplier par 5 sa production. Dans cette salle de rédaction d'une télévision privée à Abidjan, des professionnels du média passionnés par le journalisme d'investigation sont initiés au fact-checking. L'essor du fact-checking dans la pratique journalistique amène souvent ceux qui le découvrent à se demander s'il peut être assimilé au journalisme d'investigation. Une interrogation logique qui traduit surtout le fait que certains journalistes ont tendance à perdre le réflexe basique de vérifier l'information avant de la diffuser. Un genre qui apparaît dans le paysage comme étant un genre à part entière et qui doit être vraiment au quotidien dans le travail du journaliste pour le traitement de l'information, pour vérifier les faits. Il faut toujours vérifier les faits, c'est important.
Amadou Tidianessi est le fondateur du site d'information sénégalais ouestafo.com et directeur de l'école de journalisme EJICOM, a noué un partenariat avec Africa Check, la première organisation indépendante de fact-checking en Afrique, fondée en 2012 pour promouvoir l'exactitude dans le débat public et l'honnêteté en politique. On se dit que ça fait partie des genres journalistiques qui peuvent nous aider à revaloriser la pratique du journalisme, parce que quand même c'est un genre où on revient aux fondamentaux, à la vérification, à cette recherche, à cette quête de la vérité qui est une des marques de la pratique journalistique, en tout cas du journalisme de qualité. Promouvoir le fact-checking en Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle vocation de ces journalistes ivoiriens sélectionnés par la fondation AFP et EJICOM pour prendre part à cet atelier de formation de 2 jours à Abidjan. Face au nombre croissant de diplômés sans emploi et pour augmenter ses chances de trouver un boulot après la formation, de nombreux jeunes Ivoiriens sont parfois contraints d'aller poursuivre leurs études à l'étranger. Sanogo Mariam et Kwakundri sont rentrés définitivement de la Côte d'Ivoire après avoir étudié dans des universités au Maroc et en France. J'aimerais bien que mon pays m'accueille au niveau d'une entreprise qui sera en relation avec ma formation, pour que je puisse montrer mes capacités à mon beau pays. Les moyens de paiement électronique dans le quotidien, c'est ce que les grands pays comme la France, les États-Unis le font. Donc je suis diplômé dans ce domaine-là et je suis à la recherche active de mon insertion dans ce domaine. Ces 2 jeunes font partie du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Pour les membres de cette organisation, malgré la volonté des autorités ivoiriennes d'intensifier l'apport des diplômés de la diaspora, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. Moi, je les encourage à revenir. Quelles que soient les difficultés, qu'ils reviennent parce que personne ne va construire la Côte d'Ivoire à leur place. Les communautés qui sont à l'étranger, telles que la France et autres, les pays qui nous accueillent, et que nous trouvons très bons, c'est les fils de ces pays qui les ont construits, les fils et les filles de ces pays qui les ont construits. Donc il faut que nous revenons, construire la Côte d'Ivoire. D'autres, par contre, ont brillamment réussi à s'intégrer dans le tissu économique ivoirien. Aujourd'hui, ils sont porteurs de projets. Mon équipe et moi, nous avons eu l'occasion de participer à une présélection organisée par le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, en partenariat avec l'incubateur ECUB-Ivoire. Et lors de cette séance de présélection, nous avons pu, par la grâce de Dieu, être retenus aujourd'hui pour challenger et participer au grand concours qui se passera à Yamoussoukro de tous les porteurs de projets de la Côte d'Ivoire. Promouvoir les talents et les compétences pour freiner le culte de la médiocrité et de la complaisance, c'est l'objectif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Contrairement au Mali et au Sénégal, la contribution de la diaspora ivoirienne au PIB est estimée à 2%, ce qui reste marginal et très insignifiant. Le projet de légalisation de l'avortement en Argentine suscite l'indignation auprès de nombreux Argentins. Ils étaient donc des milliers à envahir les rues de Buenos Aires ce week-end pour dire non à ce qu'ils qualifient de crime. Je doute fort que la loi sera approuvée parce qu'en réalité, ce serait un outrage à notre Constitution. Et je sais que les sénateurs ne le permettront pas. L'Argentine défend la vie. Nous sommes ici pour demander aux sénateurs indécis de voter contre le projet de loi sur l'avortement. Nous croyons que c'est une question humanitaire au-delà de la religion. Je suis avocate. Légalement, je pense aussi que c'est terrible. Nous croyons que tout le monde a le droit de vivre et de ne pas être tué. Le projet de légalisation de l'avortement doit être examiné par le Sénat mercredi prochain. Il autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et prévoit sa gratuité dans tous les centres de santé du pays. Les églises évangéliques ont occupé le devant de la scène dans ce mouvement, appelant à manifester dans le centre de la capitale sous le mot d'ordre « Sauvons les 2 vies, celle de l'enfant à naître et celle de la mère ».